Ben là, vous allez l'oublier un petit peu de temps parce que là, je vais vous parler du gaz de schiste. Et c'est comme si ces gens-là n'avaient pas écouté ce que je viens de vous dire. Donc, ici, c'est Nathalie Normando, l'ancienne ministre des Ressources naturelles, qui disait qu'il faut que les citoyens aient accès à la bonne information. Ça commence bien. Au mois d'octobre 2010, elle est à Tout le monde en parle, et à ce moment-là, elle dit, pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation, on n'a pas le choix, il faut se lancer dans le gaz de schiste, il faut faire du cash, il faut aller la chercher, l'argent quelque part. C'est ce qu'elle affirme. Mais la grogne citoyenne avait commencé à se lever dans la vallée du Saint-Laurent. Et quelques semaines après, c'est le premier ministre Charest qui s'est pointé le nez, à Tout le monde en parle, parce qu'il jugeait sans doute que là, ça devenait nécessaire de le faire avant que le mouvement grossisse encore plus. Donc, il dit, on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. De quelle loi il s'agit? La loi sur les hydrocarbures. Projet de loi 106. Donc, c'est ce qu'il dit à 3 minutes 40 de son entrevue avec Guy Lepage. À 5 minutes 50, il dit on ne connaît rien là-dedans, on n'est pas des experts en gaz de schiste. Ça va mal aller pour faire la loi. C'est ce qu'il dit à 5 minutes 50. Peut-être qu'il s'est aperçu de ce qu'il disait. À 7 minutes, il dit pas ça, il ne faut pas s'en faire. C'est déjà encadré et pour l'avenir et pour l'essentiel, c'est encadré. On n'a pas besoin d'aller vraiment plus loin pour le moment. Spécial. Et évidemment, en 2012, nouveau gouvernement, vous connaissez Martine Ouellette, et là, tout change. Martine Ouellette, qui était ministre des Ressources naturelles, elle dit, ben là, on va avoir un moratoire, on est en zone agricole, le gaz de schiste, ça n'a pas de sens. Elle dit ça au mois de septembre 2012, tout près de son assermentation. Le 23 octobre, un peu plus tard, à peine un mois plus tard, elle rencontre les représentants ici de la PGQ. Vous connaissez le président de Junex, M. Bouchard, qui était président de la PGQ à l'époque. La PGQ, c'est l'Association pétrolière et gazière du Québec. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tant que nous n'aurons pas toutes les informations, je crois que toutes les options sont ouvertes. On a dit, le moratoire, c'est comme refermé. Dommage. Est arrivé l'épisode que M. Langelier vous a raconté avec Yves-François Blanchet qui fait la super merveilleuse règlement pour protéger l'eau avec une norme de séparation de 300 mètres de puits d'eau potable à puits de gaz ou de pétrole. Avril 2014, changement de garde, gouvernement libéral, et là sort après, 6 mois plus tard, le rapport du BAP qui dit que le gaz de schiste, c'est vraiment pas bon. Avec la fracturation hydraulique, on n'est pas sûr que ça va être avantageux, compte tenu des coûts et des externalités potentielles. Les externalités, qu'est-ce que c'est? C'est finalement tous les incidents, qu'est-ce que ça va nous coûter? On parle parfois de coûts sociaux, du carbone, etc. Ben, il va falloir, eux, ils disent, non, on n'arrivera pas, ça ne sera pas si rentable que ce que Mme Normando disait. Là, on était le 15 décembre, 17 décembre, au téléjournal, Philippe Couillard dit « Il n'y en aura pas d'exploitation de gaz de schiste. Je ne vois pas d'intérêt à développer ça. » Il y en a qui l'ont cru la journée même. mais, le lendemain et le surlendemain, le discours n'était plus le même. Il dit « Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Et moi, j'aime ça quand les portes restent ouvertes. » Là, il reste ouvert à qui, vous le savez, c'est à l'industrie, bien sûr. Monsieur Arcan, qui était ministre maintenant de l'Énergie, qui avait remplacé Mme Ouellette, il dit que le gouvernement va fournir un environnement réglementaire stable et prévisible. Ça, c'est la loi sur les hydrocarbures, qui, depuis le temps de Mme Normando, etc., n'avait jamais abouti. Lui, il dit là, aux autres, inquiétez-vous pas, ça arrive, ce sera pas long. Mais on est quand même en novembre 2015, il a fallu un an avant qu'elle sorte finalement cette loi sur les hydrocarbures. Elle sort et quelques semaines après, le 21 janvier 2017, le président de la PGQ, qui s'appelle Michael Binion, il fait un blog, comme bien d'autres, et puis il dit
Qu'est-ce que ça signifie pour Questerre, me demanderez-vous? Questerre, c'est la compagnie gazière, et lui, il répond, ah ben je réponds que la porte est demeurée ouverte pour le développement de notre découverte de classe mondiale du gaz naturel le plus propre en Amérique du Nord. Propre. Par contre, nous conservons notre nouvelle approche d'avancer pas à pas. Nous suivrons les recommandations du livre vert, etc. Et nous n'irons pas vers les communautés qui ne veulent pas de nous. Finalement, notre réponse au changement historique sera de faire encore plus de la même chose. Expliquez-moi ce que c'est. Ben, à tout moins, disons que c'est un anglophone, peut-être, qui ne maîtrise pas tous les Mais il faut voir qu'en 2008, quand le gaz de schiste est arrivé au Québec, le prix du gaz naturel sur le marché nord-américain était très élevé. Ici, vous voyez, en fonction depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, le prix du gaz. Et c'est exprimé en dollars par milliers de pieds cubes. Et on peut voir que dans cette période-là, on atteignait souvent 10 dollars par millier de pieds cubes. Et qu'après, à cause du boom du gaz de schiste aux États-Unis, ça a descendu, à partir déjà de 2009, là, ça descendait pas mal vite, et puis c'est resté assez bas, et ça remonte pas vraiment. Même les pronostics pour les 2 prochaines années sont à l'effet que le gaz naturel a un prix sur le marché très faible. Donc, avantageux pour le consommateur, mais difficile pour le producteur. Mais évidemment, qu'est-ce que les compagnies veulent? C'est que le prix du gaz remonte. Parce qu'en attendant, ils se sont tous reportés, si je puis dire, vers le pétrole. Les foreux sont partis des puits gaziers à des puits pétroliers. Ici, un autre graphique qui démontre, et ça vient des entreprises gazières, démontre que pendant certaines périodes, là, ils faisaient des profits. C'est ce qu'on voit ici avec les barres hachurées. Puis il y a d'autres périodes où ils mangent leur bourse. Ça explique tout à fait ce que je disais. À partir d'un certain seuil, c'est rentable ou non. Évidemment, ça dépend des gisements. On parlait tantôt d'Anticosti. Évidemment, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup plus pour que ça rapporte pour les entreprises. Maintenant, au niveau exploration, qu'est-ce qui se passe? En 2009, les compagnies faisaient beaucoup de représentations auprès des courtiers financiers, etc. Mais un peu partout, ils faisaient des présentations aux États-Unis pour aller chercher du financement. Et ils disaient qu'au Québec, excusez-moi, c'est écrit en anglais, mais ils disaient que c'est très avantageux au niveau fiscal, parce qu'ils reçoivent des crédits d'impôt, parce que les redevances sont faibles, etc. Et le sous-sol géologique est bien compris, bien défini. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a beaucoup de propriétés, ce qu'on appelle les claims ou les permis, et puis qu'il y a une quantité de gaz incroyable en place. En place, ça veut dire pris dans la roche. Mais bon. Et à côté, vous voyez le shale de Lorraine, le shale du Tika, avec plein de fractures, et il prend la peine de montrer, regardez, c'est bien fracturé, c'est bien fissuré, donc c'est avantageux pour nous d'aller là, parce que ça va être plus facile de faire sortir le gaz d'une roche qui est déjà fissurée, et elle est fissurée évidemment parce que ça fait 400 millions d'années qu'elle est là, et qu'avec tous les tremblements de terre qui ont pu se passer depuis ce temps-là, les roches sont fissurées, c'est normal. Et il dit, ça on est en 2009 toujours, bon ben dans un an, là, on va être bon là, pour l'exploitation. Là, on a assez zigonné, là, on est prêt à y aller. Et ce graphique-là le démontre bien. Ils avaient investi 230 millions au Québec, et pour passer à l'exploitation, ils avaient besoin peut-être de 250 millions supplémentaires pour passer à l'autre étape. C'est ce qu'on appelle l'étape, nous, des 20 000 puits, des 8 000 puits sur Anticosti, ou des, je sais pas, moi, 5 000 en Gaspésie. Bon, parce que, comme le disait mon collègue Langelier, pour que ça soit rentable, il faut forer, et quand il y a un puits qui commence à décliner, il faut vite en forer un autre. Ce qu'il dit maintenant en 2017, notre M. Pinion, il dit que là, il faut développer une trajectoire zéro émission pour rencontrer les sites de réduction du Québec de gaz à effet de serre. C'est important pour eux. Ils savent qu'on les surveille à ce niveau-là. Donc, ils vont utiliser de l'hydroélectricité,
mais aussi du gaz naturel pour les fracturations. Donc, on utilise du gaz naturel et puis là, on va se rapprocher des réductions. Ça, je ne la comprends pas, celle-là. Et il dit qu'on va utiliser des eaux usées municipales afin de préserver l'eau potable. C'est une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pensé avant. Là. Avant, il allait piger directement dans les rivières ou dans les puits, directement dans le sol. Et il va prendre des pipelines préfabriquées pour raccorder les puits afin de minimiser le torchage et ce qu'on appelle le venting en anglais, les émissions à l'évent. Donc, entre 2009 ou 2010, où c'était un petit peu le Far West, là, on voit que là, ils sont en train de dire, là, pour qu'on passe, pour qu'on ait l'acceptabilité sociale, on n'a pas le choix là, de remplir ces conditions-là dans la mesure du possible. La situation des permis au Québec, comme on peut le voir, ben, on a la Gaspésie et Saint-Laurent, où on a à peu près plus de 50% des permis en termes de surface qui sont dans cette région-là. Nous, on est à peu près ici, là. Et on a Anticosti, mais là, il vient d'avoir un frein à l'exploration et l'exploitation en Anticosti. Les îles de la Madeleine, un peu, qui sont ici. On en a un peu là à Old-Harry. Et la vallée du Saint-Laurent. Et un petit peu le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la Gaspésie, différentes entreprises, Junex, Petrolia, il s'appelle maintenant Pieridé, Monte Regina, et puis on a Marscorp, Xterra et Squatex en allant vers le Bas-Saint-Laurent. Et on a un petit joueur mineur, Marc Latarce ici, qui, comme on peut le voir, on a obtenu par le voie accès à l'information certaines données qui démontrent qu'ils ont obtenu leur permis encore en 2016-2017 au montant de 17 hectares ou 10 $ le kilomètre carré. Ça, c'est pour obtenir les droits d'accès. C'est 10 sous alors que c'est 600 $ à 1000 $ en Colombie-Britannique. On aime ça faire des cadeaux. Forage directionnel et fracturation, je vais passer vite, coup de suisse, pour vous dire que on essaie de faire un puits qui a des extensions horizontales et tout ça, c'est toute une quincaillerie là, pour assembler les trains de tiges pour en arriver à ce que ce soit étanche. Évidemment, on a des trucs avec des balles, comme vous voyez là, pour procéder à la fracturation parce qu'il y a des étapes dans certaines sections du puits. On a des trépans pour forer, évidemment. Ça, chacun de ces trépans-là, ça vaut 25 000 $. Il y en a de toutes les sortes, mais ça brise souvent quand tu fores. Et c'est normal parce que c'est fort quand même, ça peut aller de plusieurs centaines de mètres par jour. Les puits, quand ils sont bien assemblés, ça ressemble à ça. On a des sections en acier. Ensuite, il y a du ciment entre les deux. Et puis, il y a différentes dimensions qui sont indiquées. Mais bon, ça, c'est des schémas. Quand on les regarde pour de vrai, c'est un peu moins beau, mais bon. Voilà. Juste pour vous signaler que ça se passe en surface, les plateformes où on creuse, mais qu'en dessous, on a des extensions verticales qui peuvent atteindre 2 km et plus. Horizontale. À l'horizontale, excusez-moi. Et là, les sections ici, quand tu as fracturé, ça peut s'étendre d'environ une centaine de mètres de part et d'autre des puits horizontaux. On peut aussi forer à la verticale. On peut fracturer à la verticale, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que comme on peut le voir ici, si mettons c'est cette roche-là qui nous intéresse, la roche qui est de couleur noire un peu plus foncée, bien évidemment, c'est là-dedans qu'on va essayer de se diriger à l'horizontale pour aller fracturer, fissurer et recueillir le maximum de gaz ou de pétrole. Donc, au Québec, ce qu'on prévoit à l'heure actuelle, c'est des plateformes à 8 puits avec une longueur de 2,4 km. Chaque branche étant espacée de 400 mètres. Et puis, finalement, ça draine 8,6 km². Et tantôt, je vais vous reporter ces plateformes-là sur le territoire d'ici à Bonaventure, si vous êtes encore là. Bon, aux États-Unis, ça ressemble à ça. C'est vraiment des puits pour le pétrole dans ce cas-là. Comme on peut voir, ça passe sous les rivières. C'est en profondeur, on ne le voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est des petits points ici en surface. Ici, une étude fragmentaire à partir des données de l'industrie de Marc Durand. Il a vu qu'il y avait un déclin. Et à partir de ce déclin-là de la production du puits de Saint-Édouard-de-la-Binière,
on a pu voir qu'après quelques mois, il restait déjà beaucoup moins de gaz qui sort du puits qui avait été fracturé. Et à partir de là, il peut savoir que on pourrait peut-être récupérer l'équivalent de 3 à 4 millions de gaz avec un puits pareil qui était un puits champion. Sauf qu'on a des factures qui démontrent que ça leur a coûté pratiquement entre 6 et 10 millions. Bon. Mais bon, c'est eux qui le font, hein? Ici, on a estimé à partir des données d'industrie qu'il y aurait un rendement alors de l'ordre de 20%. L'industrie prétend 40%. À Saint-Édouard, ce serait de l'ordre de 20% de gaz qui est retiré. Donc, il en reste 80% dans le sous-sol et éventuellement pourrait se retrouver à la surface par l'entremise du puits, malheureusement. Il y a aussi possibilité de faire plusieurs branches à l'horizontale. Il y a moyen que ça ressemble plus à un serpent ou à des spaghettis. Les gens maintenant peuvent orienter leur trépan à leur guise. Ici, ce sont les endroits fracturés, les plateformes en surface, et là, les gazoducs. Parce qu'il faut les relier, ces plateformes-là, pour acheminer le gaz pour qu'il soit traité. Ça ressemble à ça quand c'est très fait, si je peux dire. Hein? On voit très bien qu'ils ont passé les gazoducs d'une plateforme à l'autre, et on peut voir que les plateformes sont assez rapprochées. Qu'est-ce qu'on prend une fois qu'on a fracturé? On utilise des grains de sable. D'ailleurs, on fracture avec des grains de sable pour que les grains de sable restent accrochés dans les fissures et permettent aux fissures de rester ouvertes. Il y a d'autres agents de soutènement, comme on dit en français, qui sont utilisés. La céramique, les grains de sable enrobés de résine, comme ils le font à Bourg, etc. Les grains de sable, évidemment, c'est tout petit, c'est très petit, c'est pour ça que ça peut occasionner des problèmes respiratoires. Les additifs chimiques, je passe vite, mais juste pour vous dire que lors du forage, je ne parle pas de fracturation, il y a quand même des produits utilisés qui sont toxiques. Et ça le dit bien dans la fiche de sécurité. On voit d'après les produits que c'est toxique, mais on le voit aussi dans ce qu'ils disent. Mettez surtout pas ça dans un fossé. Je passe vite, juste pour vous dire qu'à la fracturation, vous avez plusieurs camions de produits chimiques qui sont remplis. Évidemment, ça les achemine vers le puits. Et il y a une étude aux États-Unis, celle de l'EPA, qui a démontré que sur les 1436 produits chimiques qui avaient été utilisés pendant les années 2005 à 2011, il y en avait environ la moitié dont on pouvait connaître la composition de la structure. Parce que si on n'a pas la molécule, c'est difficile de savoir de quoi on parle. C'est difficile de l'analyser, de le mesurer. Si on dose de, je sais pas moi, du chlore dans de l'eau ou de l'ammoniac, etc., il s'agit d'une molécule caractérisée. Dans ce cas-là, on s'est aperçu que les compagnies, à cause des brevets peut-être, ou à cause du fait qu'ils ne prenaient pas soin de tout purifier, on se retrouve avec des mélanges qui sont trop complexes pour être analysés par après. Si, admettons, un propriétaire voudrait dire ben, c'est vous qui avez contaminé, ça va être difficile de le prouver parce qu'on ne sait pas ce que la compagnie a mis dans le puits d'hydrocarbures. Et c'est un problème qui a déjà été relaté depuis qu'ils font des puits au Colorado, ça fait au moins 10 ans, sinon 20 ans. Donc, mais ça n'a pas progressé beaucoup de ce côté-là. Donc, toute une série de molécules qui réagissent dans le fond du puits parce que c'est à grande température et à grande pression. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se renfonce dans le sol, c'est comme dans une piscine ou dans un lac, plus on plonge, plus ça nous pèse sur la tête. Et là, c'est la même chose. Les molécules, les fluides, tout ça est à haute pression et ça réagit. Et on retrouve des molécules qu'on n'avait pas mis dans le trou et qui se retrouvent sortir du trou une fois que la fracturation est effectuée. Parce que c'est comme si c'était une grosse éprouvette, un gros réacteur chimique qui fait en sorte que, oui, quand bien même on saurait exactement tout ce qu'on a mis dans le puits, on ne saurait pas nécessairement ce qui en ressort par après, parce qu'il y a des réactions qui se produisent déjà en partant avec la roche elle-même qui contient de l'arsenic, du cadmium ou autre chose. Bon.
Quelques autres risques, là je passe vite, les inondations, ici on avait une plateforme de forage qui est inondée. Ici il y avait malheureusement un petit troupeau de vaches qui a été boire dans le champ, mais il y avait eu un déversement parce qu'il y avait une vanne qui était restée ouverte. Mais ce qui est étonnant, c'est que les vaches sont mortes en 1 heure. Ça a été vite de l'affaire. Ici, on a un camion. Enfin, heureusement que le chauffeur n'était pas là parce que le train de tige est sorti du trou suite à une éruption, une explosion. Ici, on a un camion, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Il avait envie de se baigner, il avait chaud. Mais c'est juste pour vous dire que ça se peut pas une exploitation qui se passe rien. Tu sais, un site de forage où il ne se passe jamais d'incident, jamais d'accident, c'est très rare. C'est un bassin de décantation qu'on voit là? Oui, c'est un bassin de décantation avec une petite toile qui est supposée protéger de bruit. Le camion sur la toile. Ouais. Maintenant, je vais parler de Bonaventure. Là, vous allez